présenter pour commencer ce live et nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Ouais, bah écoute, déjà bonjour à tous ceux qui se connectent là, je vois que ça commence à doucement arriver. Mettez-nous un pouce ou un like ou un truc, un signe, faites un signe si tout est bon, si vous nous entendez bien surtout, pour qu'on règle le problème dès le début, parce que ce serait dommage de parler dans le vide. Alors, de quoi? Ça, je dis c'est clair, mais je pense que c'est bon, sinon on nous l'aurait déjà signalé. Ouais, ouais, si ça y est, il y a plein de... Oh, on peut mettre des... Ah, il y a des cœurs et il y a des flammes maintenant. Ça y est, c'est nouveau sur Insta. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de live, tu vois. Avant, on pouvait mettre juste des cœurs. Là, je vois des flammes qui défilent et tout. C'est cool. Bon, et ben bonsoir à tous. Me présenter qui je suis. Bon, ben voilà, je m'appelle Thomas. Moi, j'ai 36 ans. Marié, un enfant. On fait de l'immobilier ici depuis 2016. Euh, j'ai commencé moi par en fait, j'ai vécu pendant 4 ans aux États-Unis à la suite de mes études. Je suis revenu en France. J'ai commencé à travailler, enfin à goûter au salariat à la française après le salariat à l'américaine. Et c'était très très compliqué. Donc du coup, j'ai monté ma société de tourisme. Et puis au bout d'un moment, je suis tombé dans l'immobilier. Et j'ai charbonné jusqu'à ce que je puisse, dans un premier temps, remplacer le salaire de ma femme. Et après, le mien pour aujourd'hui ne vivre exclusivement que de l'immobilier, sous différentes formes. Je précise, c'est uniquement de mes rentes. Voilà. Ok, super, super. Et tu faisais quoi quand tu étais salarié? Je travaillais pour un tour opérateur aux États-Unis qui envoyait des Américains en Europe. Et après, quand je suis Ouais. revenu en France, bah, j'ai tout de suite retrouvé du travail dans des grosses agences de tourisme qui me demandaient de faire l'inverse, c'est-à-dire qui me demandaient de créer des programmes pour la clientèle Nord-Amérique pour venir en France. Sauf que, voilà, d'un point de vue mindset, ça matchait pas du tout. C'est complètement différent, la France et les États-Unis pour ça. Et en fait, on me disait, on te fait confiance, vas-y développe, mais par contre, fais tout l'inverse de ce que toi tu nous préconises de faire. Donc, tu comprends bien que bah ça marche pas, ça n'a pas marché. Ouais, ouais, c'est compliqué. Je me suis cassé. J'ai fait ça à mon compte pendant bah, de 2013 à 2019. J'ai fait ça à mon compte, donc la preuve que ça marchait bien, puisque du coup j'ai duré aussi longtemps que ça. Puis après voilà, l'IMO quoi. Mais et j'ai été très peu salarié. Ma vie, j'ai travaillé chez McDo, au Maga CGR. Après, je suis parti aux États-Unis. Je travaillais pour un tour opérateur. Et après, je travaille pour moi-même ici, puisque ma courte expérience de salarié en France, bah, elle est courte, quoi. Tout simplement, ça. Ouais. Après, c'est vraiment comme tu disais, c'est le mindset parce que aujourd'hui, quand t'es, enfin, moi, je vois, je me suis mis à mon compte, je pourrais pas redevenir salarié. En fait, tu vois, quand tu es à ton compte, tu fais vraiment ce que tu veux et tu peux t'en prendre bon, bien souvent qu'à toi-même quand tu n'as pas de résultat parce qu'en fait, bah, c'est toi le patron, c'est toi le gérant. Si tu ne fais pas les choses correctement, bah, tu as les résultats que tu mérites. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, retourner dans le salariat, avoir un mec au-dessus de toi qui te dit fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, tu vas pisser à 14 heures et pas à 15 heures. Ah ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu t'es lancé dans l'immobilier? Bah écoute, quand on est revenu des États-Unis avec ma femme, moi j'ai trouvé du taf donc dans une grosse agence et elle s'est remise à travailler, faire des petits boulots en fait à gauche à droite, dans des magasins de fringues, dans des usines, pour finalement finir chez Lidl. Et, D'accord. ça se passait pas très bien. C'était très compliqué d'un point de vue euh, mental, psychologique, physique aussi puisque au bout d'un moment, elle a dû subir une opération chirurgicale des deux canaux carpiens en fait. Pour ceux qui savent pas, c'est les nerfs qui sont dans la main là, au niveau du poignet, qui sont complètement écrasés à force de faire des mouvements répétés euh, qui vont à l'encontre de la motricité de notre corps en fait. Et à la base, enfin d'habitude, c'est une maladie qu'on retrouve beaucoup chez les vieilles personnes. Elle s'est fait les deux poignets à 30 ans.
à force de travailler chez Lidl. Parce que c'est de la manutention, c'est des tâches qui sont, c'est mal foutu, quoi. Et, euh, et au-delà de ça, mentalement, psychologiquement, c'était compliqué aussi parce que tu es constamment avec des gens qui bossent là, mais qui se plaignent, mais qui n'ont pas le courage non plus de faire autre chose, et du coup, qui te parlent tout le temps de leurs problèmes perso et tout. Du coup, ben, elle a rentré à la maison, elle avait besoin de décharger ça, donc elle m'en parlait. Et moi, clairement, le problème des gens que je connais pas, j'en ai absolument rien à foutre. Du coup, ben, ça clashait. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, comment on fait pour que tu arrêtes de faire ce job? Et finalement, comment on pourrait remplacer ton salaire? Et du coup, moi, ça fait un moment que l'immobilier, ça commençait à me titiller. Enfin, j'y pensais doucement, on va dire. Et, Ouais. euh, et voilà, et puis du coup, ben, en regardant sur Internet ce qui se fait et tout, je suis tombé sur des mecs qui font des formations, tout ça. Donc j'en ai acheté une, et puis après je suis allé à un séminaire, et puis j'ai eu plein de déclics comme ça, et de petit à petit, bah, du coup, j'ai commencé, je me suis lancé, et puis après j'ai kiffé, du coup j'ai recommencé, voilà. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, bah, du coup, elle puisse bah, simplement arrêter de travailler, puisque du coup, on avait doublé son salaire en immobilier. Bon, tu me diras, c'était pas grand, c'est facile chez Lidl, tu vois, c'était un CDI de 25 heures ou Ouais. 28 heures, tu vois. Donc, en gros, À 1000 balles, il quoi. gagnait 1000 balles, tu vois. Mais Ouais. voilà, l'un dans l'autre, ben, grâce à l'immobilier, on a pu du coup lui faire arrêter son taf. Et aujourd'hui, c'est elle qui gère tout notre parc de location courte durée, en tout cas, et bien d'autres choses. Et c'est cool, quoi. Parce que du coup, on est à la maison, on profite de notre fils. Et comme tu le disais au début, on fait ce qu'on a envie quand on a envie. Ouais. En fait, ce qui est bien vraiment, c'est avec l'immobilier, c'est que tu peux, si tu fais les choses bien, en tout cas, tu peux en vivre ou vivre de ta passion. Après, on va le voir, tu as un système de location, une stratégie locative qui aide un petit peu à dégager un maximum de cash Ouais. flow et du coup à pouvoir en vivre. Mais c'est vrai que l'avantage qu'il y a aujourd'hui, déjà, alors c'est vrai que beaucoup de gens le disent sur les réseaux sociaux, mais moi, je vois, j'ai commencé en 2015, il n'y avait pas autant de vidéos, il n'y avait pas autant de personnes pour t'aider. Alors aujourd'hui, il y en a peut-être trop. Ça, c'est après les gens qui font la part des choses. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que tu peux t'appuyer sur quelqu'un qui va t'aider, qui va te permettre d'éviter des erreurs. Moi, je vois quand j'ai commencé, c'est ce que je dis régulièrement, mais j'ai fait pas mal de conneries, notamment sur la partie travaux. Notamment, j'ai construit un escalier sans demander à l'accord à la mairie, un escalier extérieur. Du coup, j'ai pu le détruire et puis le recommencer. Donc, comme je faisais mes travaux tout seul avec mon oncle, c'était super. Un escalier en béton armé. Mais du coup, voilà, il y a plein de possibilités de se renseigner. Du coup, on va voir avec toi la stratégie locative que tu utilises justement pour dégager un maximum de cash. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la stratégie locative que tu utilises? Ouais, bah moi, bon, pour ceux qui savent pas, je fais de la location courte durée, on va dire principalement. Et puis à l'origine, en fait, c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé direct par ça, moi, en fait, parce que bon, après, faut dire que ça me parlait tout de suite. Moi, quand j'avais déjà besoin de dégager beaucoup de cash flow pour remplacer le salaire de ma Ouais, femme. Déjà, j'avais un leitmotiv, tu vois, un pourquoi, donc, comme on dit dans le dev perso, qui était assez fort, donc qui me drivait pour aller vite. De deux, étant dans le tourisme, c'était un peu dans mon ADN, la location courte durée, tu vois, recevoir des gens, tout ça, même si t'es pas forcément obligé d'avoir fait du tourisme avant pour en faire aujourd'hui, hein, mais moi, ça m'a parlé. Et puis en plus, à l'époque, j'avais pas d'épargne, on n'avait pas d'apport, on n'avait pas de résidence principale. Moi, j'étais auto-entrepreneur, j'avais pas 3 ans d'ancienneté. Autant te dire que pour emprunter, c'était compliqué. On avait un CDI de 28 heures chez Lidl, tu vois. Et donc, du coup, ben, forcément, je me dirigeais vers des petites surfaces studio. Donc, petit prix d'achat, gros rendement. Ben, ok, go, alors c'est parti. Location courte durée. Donc, on en a acheté un, puis deux, puis trois. Après, on est parti sur des immeubles de rapport. Donc, on fait de la courte durée dans les immeubles de rapport. Donc là, on a décuplé vraiment la stratégie et les effets de levier pour dégager un maximum de cash flow. Et aujourd'hui, voilà, c'est principalement ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Ouais. et est-ce que tu penses que la location, enfin, c'est plus dur d'investir dans la location de courte durée aujourd'hui que dans la location classique, notamment pour le financement, par exemple?
Non, non, pour le financement, ça n'a aucun impact, que ce soit la location courte durée ou classique. C'est exactement la même chose dans le sens où quand vous allez chercher un financement, vous n'allez pas forcément mettre en avant des revenus locatifs de location courte durée. D'accord? Donc, que vous D'accord. achetiez un appartement en location classique ou location courte durée, quand dans votre plan de financement, si il faut que ça passe d'abord en location classique, et c'est comme ça qu'il faut le présenter au banquier. Et après, la courte durée, c'est un bonus. J'ai presque tendance à vous dire, si c'est votre premier, ne parlez même pas de courte durée au banquier au début. Vous lui dites, voilà, je vais acheter un appart, je veux faire la location classique. Après, vous vous engagez. Surtout pas. euh, pardon? Surtout pas, tu as entièrement raison là-dessus. Voilà. Nous, on fait énormément de dossiers donc dans le cadre de notre société de courtage ou d'accompagnement sur la partie financement. En fait, ce qu'on préconise, c'est de jamais parler de location courte durée parce qu'il y a des banques déjà qui vont même pas prendre les revenus issus de la location courte durée en Ouais, compte. ouais. Donc, présentez toujours votre dossier avec de la location classique plutôt que de la location courte durée. Vous arrivez avec vos avis locatifs que l'agence peut vous fournir et puis vous présenter comme ça. Mais ne présentez pas avec des locations courte durée parce que vous risquez de vous faire recaler ou alors que ça ne soit pas pris en compte et que vous allez exploser votre coût d'endettement. C'est clair, c'est clair. Et dites-nous dans les commentaires s'il y a des gens qui font de la location courte durée ou qui veulent faire de la location courte durée. Dites-nous dans les commentaires là, qu'on voit un peu qui c'est qui est là ce soir. Mais c'est clair que si déjà ton projet, il n'est pas bon sur un rendement classique avec des loyers, déjà il y a un problème. Donc logiquement, tu ne devrais pas avoir besoin de parler de location courte durée. Au bout d'un moment, moi aujourd'hui, j'en parle parce que d'une, j'en ai plusieurs. Les banquiers savent ce que je fais. Et puis aussi, je le mets en avant, clairement, je le valorise, même si je sais qu'ils ne les prennent pas en compte. Et apprécié d'une manière subjective. Et aussi, je mets en avant mon professionnalisme dans cette activité qui me donne un max de crédibilité pour me faire confiance. Aujourd'hui, c'est plus un frein pour moi de faire de la location courte durée quand je vais voir un banquier. Mais au début, c'est pas une bonne idée d'en parler, non, c'est clair. Ouais, En ouais, fait, en fait, c'est sûr. ce qu'il faut se dire, c'est qui irait prêter de l'argent à un mec qui connaît pas et qui veut acheter un appartement et qui n'est même pas sûr de louer, même pas à la nuit, tu vois, c'est même pas, va le louer quelques mois, c'est là, le mec il te dit, je vais acheter de l'argent, un appart avec ton argent, j'ai aucune expérience et non seulement je vais pas le louer à l'année, mais je vais le louer à la nuit et j'ai aucune garantie à te donner sur les locations futures. Voilà. C'est clair. Comme Ouais, ça. de toute façon, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, quel est ton ressenti, mais pour moi, je pense que ton projet doit être viable en location classique. Euh, s'il n'est pas viable en location classique, faut pas te lancer parce que la location courte durée aujourd'hui, c'est une stratégie locative qui est générateur de fort cash flow. Mais si jamais demain il y a une nouvelle règle, parce qu'on aime bien en France mettre des nouvelles règles régulièrement et pas souvent en faveur des propriétaires. Donc, regardez d'abord que votre projet il est rentable de façon classique et après vous pouvez vous lancer sur la location courte durée. Et deuxième chose, effectivement, comme tu dis, la location de courte durée, c'est un peu comme si tu présentais un dossier pro. Donc, si tu dois présenter un dossier pro, il faut que tu sois un professionnel de la stratégie que tu utilises. Donc, montrer ton professionnalisme à l'avant. Exactement, exactement. De toute façon, encore une fois, c'est une relation aussi de business et aussi humaine. Si la personne en face, elle n'a pas confiance en vous, bah, vous-même, vous prêteriez pas de l'argent à quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance. Donc voilà. Ouais, c'est clair. C'est ce qu'on dit régulièrement. C'est la relation que tu vas avoir avec la personne qui est en face de toi, avec ton interlocuteur qui va faire la différence. Si aujourd'hui ton interlocuteur il n'est pas réceptif à ce que tu lui présentes, c'est mort, c'est pas la peine, il va rien se passer. Il faut que la personne déjà elle a envie de bosser, et puis une fois qu'elle a envie de bosser, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, tu vas pas travailler. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis qu'ils allaient se lancer dans la location en courte durée. Bon, bah voilà, faut mettre les choses en place et après passer à l'action. C'est ce qu'on dit régulièrement dans les lives. C'est bien de regarder les lives Insta, c'est bien de regarder les comptes Instagram, c'est bien de regarder les vidéos YouTube, d'acheter des formations, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Mettez les choses en place et après, on embraye, on passe à l'action. Mais tu vois, je vois qu'il y a des gens qui. C'est bien, parce que du coup, je vois qu'il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent ce soir, mais qui sont pas encore bien au fait de tout ce qui est possible de faire
en location courte durée, notamment un commentaire là que je vois. Location courte durée égale beaucoup et d'état des lieux d'arrivée, de départ, de remise des clés. Il faut avoir une grosse disponibilité. Il n'y a rien. C'est ma question suivante, Thomas. Ah bah écoute, alors allons-y, c'est une bonne transition. Merci pour la transition à RVX 973. 973, c'est comme Justement, ça. impeccable. Je voulais voir avec toi comment tu gères tes LCD et est-ce que tu délègues, est-ce que tu automatises justement pour que ça te prenne le moins de temps possible par rapport à la question, puisque la personne avait l'air de dire que ça prend beaucoup de temps. Donc comment tu fais toi? Bah ouais, en fait, moi j'ai une vision assez business même très business de la location courte durée, c'est-à-dire que j'ai développé des systèmes, j'ai mis en place beaucoup de choses pour me professionnaliser dans cette activité et paradoxalement en faire le moins possible. Quand on se dit, bah, je vais devenir un pro de quelque chose, ça veut dire que je vais faire ça à plein temps, je vais faire que ça et tout. Moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand je me professionnalise, j'en fais le moins possible. J'automatise énormément de choses et je délègue le minimum, mais il y a quand même des choses que tu dois déléguer. Par contre, tout ce qui est bien évidemment entrée, sortie, tout ça, il y a aujourd'hui 1000 façons d'automatiser cette partie d'une façon à ne jamais venir sur les lieux. Moi, j'ai des appartements partout. J'ai des gens qui rentrent et qui sortent dans mes appartements tous les jours et je ne les vois jamais les gens. Jamais, jamais, jamais. Je ne vois jamais mes clients. Donc, malheureusement, voilà, quand tu te renseignes un peu, tu vas découvrir rapidement que c'est faux. Tu peux vivre de la location courte durée sans pour autant devenir esclave de ces appartements et te créer un nouveau job. Ça ne veut pas dire pour autant, et ça je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne vas rien faire. Au contraire, euh, encore une fois, tu vas être à la tête d'un business. Et je ne connais personne à la tête d'un business aujourd'hui qui ne fait rien. C'est impossible. Par contre, il y a énormément de choses à mettre en place pour justement en faire le moins possible. Donc aujourd'hui, moi, la façon dont je gère mes locations courte durée, bah, c'est simple. Tout ce que je peux automatiser, c'est automatique. C'est-à-dire que quand quelqu'un réserve, il reçoit automatiquement un email avec des instructions pour rentrer. J'ai une notification qui part chez ma prestataire de ménage en lui disant bah, il va falloir passer tel jour à cet appartement-là pour faire le ménage. J'ai les paiements qui se font, les cautions, les contrats, les factures, tout ça c'est automatique. Et finalement, les entrées et les sorties bien évidemment aussi, hein. Et finalement, la seule chose que je fais, c'est que je supervise mon activité. C'est-à-dire que j'ai un téléphone qui est là dans mes mains. Dès qu'il y a une réservation qui tombe, bah, je vois tout ça s'activer, se mettre en place, et je supervise de façon à ce que m'assurer que tout aille comme sur des roulettes. Et je ne traite que l'exceptionnel, puisque par défaut, ce qui est exceptionnel n'est pas automatisable. On est d'accord. Ouais, C'est quoi l'exceptionnel? C'est les clients qui me posent des questions. Dans 80%, 90% même des cas, c'est des gens qui n'ont pas lu l'annonce, qui me posent une question parce qu'ils n'ont pas lu l'annonce. Ou alors, ça arrive euh, souvent. ouais, ou alors c'est un litige. Ça peut arriver. C'est rare. Dans mon cas, c'est très rare, mais ça arrive. Un litige. Bon, bah, il y a un truc qui est cassé. Alors, comment on fait? Vous me remboursez, vous ne remboursez pas. Voilà. C'est tout. C'est tout, parce qu'après, le reste, je veux dire, je peux disparaître pendant 24 heures, il se passe rien, hein. Ouais, ça change rien. Ouais. Ça change rien. Et du coup, tu utilises quel outil pour automatiser toute cette partie-là d'entrée-sortie? Alors, bon, il y en a plein qui le savent, hein. Moi, je suis très fan de Bets24, donc c'est un channel manager. Channel manager, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel en ligne qui va vous permettre de piloter toutes vos annonces du même endroit. Vous allez lister vos logements sur le channel manager et lui, il va s'occuper de les synchroniser avec toutes les plateformes, synchroniser les disponibilités, les prix, le contenu, de façon à ce que vous ayez une offre homogène et que vous soyez à peu près présent un peu partout. Et vous contrôlez tout depuis le même endroit. Donc ça m'aide énormément. Est-ce que tu peux préciser à ceux qui nous regardent, du coup, qui choisit les plateformes? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est le channel manager? Non, non, c'est vous qui choisissez. En fait, le channel manager a la possibilité de se connecter avec beaucoup de plateformes. C'est pas pertinent d'être sur toutes les plateformes. Par contre, c'est à vous de choisir sur laquelle vous voulez être. Vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les plateformes. Et le channel manager ne vous oblige pas à vous mettre sur aucune plateforme. C'est à vous de décider.
Ouais, ça c'est vraiment top. C'est un gain de temps de folie Bien pour sûr, gérer vos locations, surtout quand vous en avez plusieurs. bien C'est sûr, bien sûr. c'est magnifique. Même avec même avec un seul, aujourd'hui, avec un seul bien, vous avez des gens en moyenne vous allez avoir. Bon, ça dépend bien évidemment du secteur, du type de bien et tout, mais vous prenez un studio, un T2 dans une ville, vous allez en avoir entre 8 et 12 rotations par mois, d'accord? Ça fait du coup des mecs qui viennent régulièrement, qui vous envoient des messages. Vous n'avez aucune valeur pour vous à faire des copier-coller d'instructions à envoyer, à aller bloquer les dates sur toutes les plateformes pour pas avoir de ce qu'on appelle de surbooking, c'est-à-dire de réservation sur les mêmes dates. Il n'y a aucune valeur à faire ça pour vous. Et euh, personne aujourd'hui n'a envie de traiter ce genre de demande quand on est en train de manger en famille, avec des amis, quand on est au cinéma, quand on est enfin en train de faire du vélo, une sortie, peu importe. On ne doit pas aujourd'hui être dérangé dans des activités qui finalement sont finalement les plus importantes dans notre vie, des choses qui nous passionnent, des choses qui nous apportent énormément de bien-être. Personne ne devrait pouvoir nous couper sur ce genre de choses-là. Donc, même avec un bien, vous devez automatiser tout ce truc-là. Vous devez travailler avec un channel manager. Ouais, c'est clair. Le but, c'est pas d'être esclave de votre bien, esclave entre guillemets, bien sûr, mais si vous devez être à l'affût de tous les messages que vous recevez ou des trucs comme ça, vous allez galérer. C'est pas le but. Et il y a Le autre but, chose, c'est que vous puissiez il y a autre chose, Christophe. automatiser et déléguer. Il y a, Ouais, Thomas. absolument, il y a autre chose, Christophe, c'est la charge mentale que ça représente. Quand c'est pas automatisé, t'imagines, à tous les matins, tu te lèves, tu dis, oh, putain, est-ce que j'ai prévenu la prestataire qu'il faut passer aujourd'hui et tout, j'ai oublié. Est-ce que je lui ai envoyé le code de la boîte à clé? Oh, lui, il m'avait demandé une facture, j'ai oublié. Non, mais t'imagines, en permanence, la charge Ouais, c'est mentale clair. que ça représente. Enfin, je veux dire, t'as pas que ça à foutre que de penser sans cesse à ça. Tu dois avoir l'esprit libéré pour te consacrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Soit pour ton business, de peut-être racheter un autre appart, ou alors tu as une société de conciergerie, tu veux faire rentrer des nouveaux biens en mandat, ou alors pour complètement autre chose, pour tes passions, tes hobbies, pour ta famille, tes enfants, tes amis. Enfin, je veux dire, toi, tu dois Ouais, te c'est clair. libérer de cette charge mentale-là, même avec un seul bien. C'est clair. Et du coup, est-ce que pour dénicher ton bien idéal, ta pépite, est-ce que tu as des techniques en NCD que tu utilises pour trouver le bien qui correspond à tes critères? Euh, Alors, en fait, déjà, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui analyser l'offre qu'il y a aujourd'hui parce qu'on ne fait plus de la location courte durée aujourd'hui comme on en faisait quand j'ai commencé moi. Euh, c'est, il faut savoir finalement qu'est-ce qu'il y a comme offre sur votre secteur et comment vous allez pouvoir vous différencier. Parce que ça s'est démocratisé, ce mode d'exploitation. Aujourd'hui, il y a pas mal de concurrence. Donc, il faut savoir, il faut essayer de se dire comment je fais pour rentrer sur ce marché et louer plus cher et plus que tous les autres là. Comment je fais pour me démarquer de façon à avoir un produit que les gens s'arrachent et qui viennent booker chez moi en priorité avant les autres. Donc, ça va dépendre, la réponse à ta question, elle dépend du marché sur lequel vous êtes. Clairement, si vous êtes dans une grande ville, bon, bah, va falloir voir quelle offre il y a du secteur que vous recherchez et voir comment vous allez pouvoir vous démarquer. S'il n'y a que des petits studios, partez sur du T2, du T3 et voyez comment vous allez pouvoir proposer plus d'espace aux gens qui vont réserver sur ce secteur. Aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés sur les studios ces dernières années, donc je recommande plus d'acheter du studio. Les gens, ils veulent du espace, du confort et minimum T2 pour faire de la location de courte durée. Attention de ne pas partir sur des trop grands apparts, sinon on est vite sujet à des gens qui réservent pour faire la fête et c'est un autre type de clientèle, c'est différent à gérer, quoi. Mais alors, comment? Ouais, c'est différent à gérer, mais il y a une forte demande quand même. On peut remarquer aujourd'hui que beaucoup de gens aiment les grandes surfaces. Alors, au-delà des gens qui font la fête, pour louer à plusieurs, par exemple, et diviser le coût de la location. Du coup, il y a beaucoup de gens qui recherchent des grandes surfaces et il y a quand même un marché là-dessus qui peut être intéressant. Et bah, tu as répondu un peu à ma question, mais je voulais savoir, est-ce que d'après toi, tu as t'as des techniques ou des solutions à mettre en place pour te démarquer de la concurrence? Parce que
comme pour la colocation, sur la location de courte durée, il y a de plus en plus de concurrence Ouais, aujourd'hui. ouais. On est de plus en plus à proposer les mêmes stratégies locatives parce que bah, grâce à Internet notamment. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent de te différencier sur tes biens? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, acheter un appartement, mettre un lit dedans, une cuisine sympa, un peu l'équiper et le louer, de mon point de vue, ça suffit plus. Ça suffit plus. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de concurrence et aujourd'hui, les gens sont vraiment familiarisés avec ce mode de location Airbnb. Ça l'était pas trop avant, en fait, hein. C'était assez nouveau, donc c'était facile de proposer quelque chose de ça. Ouais. Maintenant, les gens ont compris, on peut louer des apparts faciles grâce à Airbnb, à Booking, et il y a beaucoup d'offres. Donc en plus, on peut se permettre de réserver de plus en plus à la dernière minute parce qu'il y a beaucoup d'offres. Si vous voulez vous démarquer aujourd'hui, il va falloir proposer au-delà d'une simple nuit. Il va falloir proposer une expérience dans vos logements. Et on y tend de plus en plus, et ça fait des années que j'en parle, et aujourd'hui, commence à vraiment arriver des gens qui proposent des appartements qui te font vraiment rentrer en immersion dans un décor particulier, un thème particulier, ou alors des gens qui proposent des trucs avec des spas, des love rooms, des machins, des ceci, des cela. Il y en a de plus en plus. Et bientôt, il va falloir vraiment aller encore plus loin dans ce délire-là. Mais aujourd'hui, vous devez, au-delà de proposer une nuit, c'est vraiment proposer une vraie expérience à votre client. C'est-à-dire que quand il loue, il s'en rappellera presque toute sa vie de cet appart dans lequel il a dormi parce que c'était comme rien de ce qu'il avait loué avant. Voilà. Maintenant, à vous de trouver, d'avoir la créativité de vous dire, bah, ok, comment je fais pour trouver une manière d'offrir une vraie expérience différente de tous ceux qui vont proposer, voilà, une petite déco sympa scandinave Ikea, un lit, des photos sympas et puis c'est parti. Ouais, c'est clair, faut une vraie expérience client. Je pense qu'aujourd'hui, pour vous démarquer, il faut mettre en avant des choses qui sont pas encore beaucoup répandues. Je vois à côté de Disney, il y a plein de gens qui n'hésitent pas aujourd'hui à avoir des mangas à l'intérieur, enfin des bonhommes, des figurines, voilà, pour se démarquer un petit peu et faire la différence. Il faut que vous arriviez à créer une expérience client, je sais pas, des toboggans, je sais pas, peu importe les conneries ou les choses que vous voulez mettre en place, mais il faut que le client il soit marqué et retienne vraiment votre location comme quelque chose de différent. Ils ont absolument raison. Si on prend l'exemple de Disney, tu vas à Disney avec tes enfants, tu as envie de les faire rêver, ok? Tu as envie de les éclater. Donc, le logement que tu prends, si déjà ils sont dans l'ambiance Disney, dans le logement, tu leur offres une expérience Disney de bout en bout. C'est génial, c'est génial. Donc, ils ont raison. Ils sont au-delà de la C'est prestation clair. de nuitée. Ils vont proposer une expérience. On ne vous propose pas juste de dormir chez nous, de louer dans notre appart. Non, on vous propose de vous plonger dans le monde de Disney avant même d'arriver, ou alors de prolonger l'aventure Disney que vous avez fait toute la journée en le soir venant dans notre appartement qui est encore Disney et tout, et voilà, de faire rêver jusqu'au bout. C'est génial. Ouais, ouais, man. C'est un concept intéressant, effectivement, et aujourd'hui, tu es obligé de le faire, sinon tu es mort. Enfin, il y a tellement de monde qui propose, quand tu regardes aujourd'hui sur Airbnb, sur Booking, pour citer que, il y a tellement de personnes qui sont là que si tu veux faire la différence, faut que tu arrives à te démarquer. C'est comme tout. Et Ouais. du coup, tu peux nous dire où tu en es, toi, un petit peu sur les investissements, si tu as des projets en cours. Moi, j'ai pu voir que sur tes stories, tu as eu des problèmes avec un artisan qui a quitté le chantier. Ton dernier projet, est-ce que tu as d'autres projets en cours où tu en es? Ouais, en fait, non, ce projet-là, il n'a rien à voir avec de la location courte durée, hein. C'est une opération de construction de maisons neuves individuelles, euh, deux maisons sur un même terrain. C'était quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Donc, je m'éclate parce que j'ai dû tout réapprendre sur l'immobilier. Ça n'a rien à voir avec acheter un appart ou un immeuble et faire de la réno. C'est complètement différent. Ceci dit, effectivement, j'ai fait face à énormément de problématiques parce que ben, j'ai fait plein d'erreurs et aussi parce que il y a beaucoup plus d'humains à gérer que sur un simple projet de réno. Entre l'administratif et tout ce qui est maîtrise d'œuvre, c'est vraiment
un step au-dessus. Et oui, ben voilà, moi aussi, ça m'arrive, un artisan qui se casse et qui me fout en plan. J'ai tellement de problématiques sur ce projet que je m'en rappellerai. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas d'autres projets en cours à part la vente d'un de mes immeubles. Et d'ailleurs, compliqué les financements aujourd'hui, hein, parce que j'arrive pas à trouver quelqu'un qui se fait financer. Donc ça, c'est une autre problématique. Mais Arrête de venir nous voir, on t'aidera. bah écoute, pourquoi pas, hein, franchement, mon hacker en plus, elle a un super dossier, moi je comprends pas. Et pour autant, elle galère, donc j'avoue, si j'étais pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je te l'enverrai. Elle est super motivée, mais Ouais. Aujourd'hui, les financements, c'est un peu plus complexe qu'il y a quelques mois. Les banques ont freiné sur le financement, ils sont les deux pieds sur le frein. Euh, et même au-delà des problèmes classiques que tu peux rencontrer, le taux d'endettement, la durée qui se réduit de plus en plus. Donc aujourd'hui, on emprunte bien souvent sur 20 ans et plus sur 25 ans. Bah, tu rencontres les problèmes liés au taux d'usure. Enfin, tu as, plein de trucs qui se rajoutent. Après, faut pas paniquer, il y a des solutions. Déjà, il va y avoir beaucoup de solutions et beaucoup d'opportunités pour les gens qui sont prêts, pour les gens qui préparent leur dossier, qui ont de l'épargne et qui sont des professionnels de l'immobilier ou des gens qui se lancent même. Donc, préparez votre dossier. Le dossier, comme on le dit régulièrement, ça ne se prépare pas le jour où vous avez trouvé un bien, ça se prépare en amont. Il faut que 3, 4, 5 mois avant, vous ayez préparé votre dossier. Pour ça, une bonne épargne, faire attention à la gestion de vos comptes, c'est des trucs basiques, mais si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez pas. Donc, faites vraiment attention à ça. Et surtout, pour tous les dossiers, il peut y avoir des solutions, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vraiment une relation humaine avant tout. Et ça va être une question de feeling et de relation avec la personne que tu vas avoir en face de toi. Parce que aujourd'hui, j'imagine que toi aussi, enfin, moi, je vois pour les dossiers où je me fais financer encore maintenant, je suis bien au-delà des 35% d'endettement. Et tu vois, il y a encore un mois, j'ai réussi à avoir une offre de prêt. Tu peux toujours te faire financer, mais il faut vraiment, c'est une question d'interlocuteur. Trouve le bon interlocuteur, passe du temps pour trouver la personne qui va comprendre, qui va avoir confiance en toi et fonce. Mais n'arrive pas le jour où tu as signé le bien avec ton dossier et puis tu risques d'avoir des refus. Prépare-le en avance et ça peut le faire. bien sûr. Donc, du coup, toi, tu me disais, donc là, t'as des nouveaux projets, mais aujourd'hui, tu gères combien de biens, par exemple, sur la LCD? Alors en LCD, bah, depuis la semaine dernière, j'en ai ajouté un nouveau, donc on en est à 9 là. 9. Attends, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, c'est ça. Ok, nickel. Tu as des projets pour des futurs biens, tu t'arrêtes là. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, Tu veux passer sur du marchand? je vais pas m'arrêter là parce que j'aime trop l'IMO pour ça. Par contre, là, c'est vrai que je rencontre tellement de problématiques face à ce projet de construction de maison que j'ai besoin de finir ce projet pour, euh, pour passer à autre chose, pour aller sur un autre projet. Parce que d'habitude, en général, voilà, je les enchaîne, c'est-à-dire que t'en finis un, tu as déjà presque une offre sur, ou alors, enfin, Ouais, lancement sur un autre projet, tu vois. Là, j'ai besoin parce qu'il y a plein de choses. Je ne vais pas m'étendre dans les détails sur ce projet-là, sur les problématiques que j'ai là-dessus, parce que c'est un autre sujet, mais il y a des choses que je maîtrise pas, qui sont pas de mon ressort. Et donc, du coup, ça m'empêche de me projeter, tu vois. Et ça, ouais. c'est compliqué. Ceci étant dit, oui, aujourd'hui, la location courte durée, moi perso, j'en ai fait le tour. D'ailleurs, on va probablement en vendre un peu. J'ai très envie de continuer dans la construction de maisons individuelles. Je pense que la plupart des gens qui rencontrent autant de problématiques sur des constructions de maisons, ils se disent ah, j'ai construit une maison une fois, pas deux, c'est mort, j'arrête là, c'était trop la merde. Moi, j'en ai construit deux d'un coup et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Mais, euh, mais voilà, j'ai tellement appris qu'aujourd'hui, je me dis, putain, ok, j'ai plein de boulettes que je vais pas faire. Et donc, je suis chaud de recommencer. Mais voilà, j'ai besoin de finir ce projet-là pour pouvoir me projeter sur autre chose. Mais voilà, ce sera des opérations, voilà, soit construction de maisons individuelles, soit des opérations, des petites opérations de marchand. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Après, comme tu dis, enfin, moi, je kiffe le fait de rencontrer des problématiques, justement. Après, tu es paré pour les prochains investissements, tu es prêt à affronter les problématiques que tu peux rencontrer.
montré. Moi, je vois sur le premier bien que j'ai fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait que des conneries. Du coup, après, quand j'ai enchaîné, j'ai fait les autres. Bah, tu as déjà les réponses et t'évites de refaire deux fois la même connerie une fois. Surtout quand tu payes. Ah ouais. Quand tu payes, ça te coûte des sous, t'apprends vite. Mais il n'y a rien de plus formateur que de faire des conneries, hein. Sauf que bon, dans l'immobilier, ça peut coûter très très cher des conneries, c'est ça le truc. Donc faut Ouais, faire ça change attention, trop il faut vite. se former quand même un minimum avant de se lancer dans tout et n'importe quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous faites, préparer en amont, mais après, allez-y. Et il n'y a que en faisant, c'est pour ça que, honnêtement, nous, on propose des formations, mais c'est ce que je dis aux gens. Il faut quand même passer à l'action. C'est en passant à l'action que tu vas faire des conneries, que tu vas apprendre. Si tu ne passes pas à l'action et que tu fais que acheter des formations, regarder tout ce qui se passe sur Internet, il ne se passera rien. Donc, il faut passer à l'action. Il faut payer. Essayer de payer le moins possible, de ne pas faire trop de conneries. Mais vous allez forcément en faire. C'est comme ça. Et on apprend comme ça. Comme tu me disais, voilà, toi, tu as fait des conneries là sur la construction de tes deux maisons. Mais tu n'as qu'une envie aujourd'hui, c'est de remettre ça parce que, ouais, déjà, c'est excitant. C'est un challenge. T'as envie de foncer, t'as envie d'avancer, puis bah, tu fais des conneries, t'apprends, c'est comme tout le monde. Tant que tu te relèves et que tu arrives à continuer à avancer et puis à finir ton projet, bah, c'est le principal. Donc, faut pas avoir peur de faire des conneries. Quand tu entreprends, quand tu investis, tu fais forcément des conneries. Que ce soit en entrepreneuriat ou en investissement, bah, ça arrive à tout le monde. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est quoi la plus grosse connerie que tu as fait, toi? La Oh, plus grosse erreur? la plus grosse erreur que j'ai faite dans l'immobilier? Ouais, dans l'immobilier. Ouais. Euh, euh, Oh là là. La plus grosse, je sais pas s'il y en a une plus grosse, je pense qu'elles sont toutes un peu reloues. Je pense qu'il y en a pas non plus j'ai jamais fait d'erreur catastrophique, tu vois. J'ai jamais perdu énormément d'argent jusqu'à maintenant pour l'instant, hein. Je touche du bois. J'ai jamais Ouais. fait d'erreurs qui m'ont coûté énormément d'argent. J'ai toujours su rebondir, trouver des solutions pour bah voilà, le plan A il a pas marché, on fait plan B, plan C. Euh, là, clairement, bah, sur ce projet-là, c'est celui qui est le plus dur pour moi jusqu'à maintenant. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de je sais même pas si on peut appeler ça une erreur, parce que c'est de travailler avec mon artisan historique, avec qui je travaille depuis des années, et je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a pété un câble, il m'a fait de la merde de A à Z sur ses maisons, et en plus, il s'est cassé en me laissant comme ça en plan. Alors, est-ce que mon erreur, c'est d'avoir fait confiance? C'est pas comme s'il était parti alors que je lui ai tout payé avant qu'il finisse, hein. Je lui dois encore de l'argent, donc on est Ouais. encore. Enfin, j'ai pas, je peux pas dire aujourd'hui que j'ai perdu de l'argent, si ce n'est que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc oui, j'ai perdu de l'argent, mais peut-être que oui, j'aurais dû être plus sérieux, plus business, tu vois, moins gentil. Parce que le fait que Ouais. du coup, on ait une relation de long terme qui finalement a instauré un climat de confiance avant le démarrage de ce projet-là entre nous, ben aujourd'hui, je le paye parce que du coup, j'ai été beaucoup plus souple avec lui que j'aurais été avec n'importe qui d'autre que je connais pas, tu vois. Et, euh, et finalement, la leçon à tirer de là-dedans, c'est que business is business. Et même si on s'entend bien avec les gens, eh ben, business is business. Faut pas faire confiance. On a une relation business et c'est tout. Maintenant, on s'entend bien, très bien, ça se passe bien, mais on fait pas confiance à outre mesure comme j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve avec des délais monstres sur ce chantier, un crédit à payer, des travaux qui sont pas finis, et finalement, bah, tout ça, ça sort de ma poche, d'une manière ou d'une autre, Ouais, en c'est clair. ou en temps, tu vois. Ah, mais c'est compliqué de toute façon, la gestion d'humain, bah, c'est souvent dit, mais c'est vrai que c'est ce qui est compliqué. Tu vas te dire, bah, je m'entends bien avec cet artisan, ou je m'entends bien avec, peu importe, avec cet agent IMO là, ou avec ce banquier, et je vais faire confiance et j'avance avec lui. Donc c'est top parce que tu as créé une relation de confiance, tu t'es fait un réseau, mais tu peux avoir des mauvaises surprises quand tu as trop confiance et que tu fais pas les vérifications nécessaires en amont. Exactement. Donc c'est un peu délicat. Et Et pourtant, moi, je le mets toujours en avant. Enfin, se constituer un réseau, c'est top parce que ça t'évite justement à chaque fois avoir une nouvelle personne à chercher, un nouvel artisan, un nouveau banquier, un nouvel agent IMO. Enfin, tu travailles toujours avec le même réseau. Donc, essayer d'élargir le réseau, mais c'est bien aussi d'avoir des personnes de confiance. Après, même si, comme tu le dis, il faut pas trop faire confiance non.
Ouais. Alors, tu vois, par contre, bon, pour mettre ça en opposition à une connerie un peu plus technique que j'ai faite qui vient de m'arriver là sur sur ce projet, c'est avec mon architecte, de faire des couloirs dans les deux maisons qui font 90 et de faire importer de Turquie des portes qui font 110 de large. Voilà, sur deux maisons, sur 20 portes que tu peux pas poser dans tes maisons et que tu peux pas échanger parce que tu les as fait venir de Turquie. Voilà, ça c'est une belle boulette, tu vois, que j'ai faite qui est vraiment la mienne, clairement. Et ben voilà, ça peut coûter cher. Ouais. Ouais. Bah, ça peut arriver. Après, ouais, à un moment précis, d'inattention, tu fais une connerie, puis bah, comme on disait tout à l'heure, surtout sur la partie travaux, ça arrive souvent quand tu veux pas déléguer, entre guillemets, avoir un maître d'œuvre ou n'importe. Après, moi, c'est vrai que j'ai jamais eu aussi de maître d'œuvre. J'ai toujours géré mes chantiers tout seul. Mais ça, après, c'est un choix, hein. Pour ceux qui s'y connaissent pas, moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens de ma famille sur le bâtiment, donc j'ai pu avancer comme ça. Mais après, c'est vrai que quand vous connaissez rien sur les chantiers, essayez pas de le faire tout seul. Vous allez perdre du temps, ça va être mal fait. Et au final, vous pensez que vous allez faire des économies, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Ah ouais, c'est Donc, bah moi j'en fais les. déléguer. Il y a Yann qui dit à juste titre, être maître d'œuvre, conducteur de travaux, c'est pas simple, c'est un vrai métier, c'est clair, c'est un vrai métier. Moi, j'ai pas pris de maître d'œuvre parce que j'avais trois interlocuteurs seulement. J'avais un architecte qui est un pote à moi, un maçon qui était avec qui je m'entends très bien, et après qui me faisait du coup tout le hors d'air d'ailleurs. Ouais, Et après, j'avais mon artisan historique qui faisait tout le second œuvre à l'intérieur. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre un maître d'œuvre? Les trois, je les connais. Je travaille avec eux. Bon, ok, go. Mais finalement, tu vois, ça s'est pas du tout passé comme je le voulais et je me suis retrouvé à faire de la maîtrise d'œuvre avec ces trois-là, plus un carreleur, plus un chapiste, plus un mec pour les clôtures, plus un mec pour ceci, un mec pour cela. Et c'est une galère, c'est une galère. C'est un vrai métier, faut pas se lancer là-dedans si vous n'y connaissez rien. Vraiment, payer un maître d'œuvre, vous serez beaucoup mieux accompagné que si vous le faites tout seul. C'est un vrai métier. Et vous allez faire beau, ouais, c'est clair. comme je suis en train de faire. Vous prenez une entreprise tout corps d'État, si vous avez l'entreprise qui va bien, bah, ça évitera d'avoir à gérer, à jongler les différents postes. Parce que Oui, comme tu le dis, putain, si tu connais à rien dans le bâtiment et que tu dois gérer le plombier, l'électricien, le carreleur, le plaquiste, le peintre, bah, t'es mort parce que tu sais pas en fait comment va se goupiller ton chantier, tu sais pas quelle personne tu dois faire intervenir et tu peux être sûr que ça va te coûter beaucoup plus cher ouais. parce que les mecs, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre et ils vont pas revenir sur ton chantier. Un truc Donc, Un truc que j'ai découvert, ça pour le coup, tu vois, parce que moi je travaillais donc tout le temps avec une entreprise tout corps d'État. Donc forcément, ça se passait bien parce que les mecs ils géraient en interne et ils se géraient, ils menaient le chantier de A à Z. Là aujourd'hui, avoir mis la main dans les maîtrises d'œuvre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi je pensais que les, les artisans, les mecs qui sont dans le travaux, ils sont dans le dur, c'est pas facile comme métier. Ok, physiquement, c'est compliqué. Si tu te chies, bah, du coup, ça fait des problèmes en cascade, tu vois. Donc, je pensais que les gars, quand même, ils réfléchissaient un minimum pour s'entraider, même s'ils se connaissent pas. Mais en fait, les mecs passent leur temps à se tirer dans les pattes. C'est horrible. c'est clair. Les mecs passent leur temps à se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes, entre eux. Mais moi, ça m'a choqué. Je me dis, et tout le temps, ils sont là en train de dire, hey, t'as vu hein, l'électricien, t'as vu ce qu'il a fait, hey, t'as vu le maçon, t'as vu ce qu'il a fait, hey, t'as vu le charpentier, regarde, machin. Et toi, t'as regardé ton boulot avant d'essayer de dire que les autres, ils ont fait de la merde. Regarde la merde que toi, t'as fait, tu sais. Parce que tous les autres qui passent, ils disent, hey, t'as vu le plaquiste, la merde qu'il a fait. Et, et, et Eh, leur dire, mais ça, c'est clair. oh, mais arrêtez de vous tirer dans les pattes. Déjà, balayez devant votre porte, faites du travail propre, et après, vous pourrez commencer à cracher sur tous vos potes là, sur tous vos confrères. Parce que franchement, c'est Et le mieux, c'est quand il y a une connerie. Si par exemple le carreleur il te fait de la merde, il va te dire mais c'est de la faute du plaquiste, c'est pas droit. c'est jamais de la faute. Et moi, c'est ça qui me tue. C'est toujours la faute Je du me mec dis d'avant. putain, Et tu crois que c'est toujours la faute du mec en d'avant. plus, après, t'en as aussi, les mecs, tu vois, tu te dirais, bon, le gars arrive sur une problématique qui n'est pas de son ressort. Ok, d'accord, c'est le plaquiste ou l'électricien qui a fait de la merde avant. Tu crois que le type, il te dirait, allô,
Ouais, là, c'est problématique. Il faudrait que tu l'appelles de revenir. Non, le mec, il fait quand même, il s'arrange à l'arrache, il te fait un truc dégueulasse et puis il dit ouais, mais ça, je t'ai fait ça comme ça parce que c'est. T'as vu, il a fait de la merde, hein, donc moi, je peux pas. Mais si tu pouvais faire autrement, tu pouvais m'appeler, me dire qui a fait la merde, et puis du coup, moi, je l'appelle, je lui demande de revenir refaire, et puis toi, tu reviendras refaire. Mais comme les mecs, ils veulent pas perdre de temps, oh, bah, ils font de la merde, et puis après, ils te disent, bah, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait de la merde, donc moi, j'ai fait comme j'ai pu. Mais c'est de la merde. Ah, bah oui, j'ai fait de la merde parce qu'il a fait de la merde. Eh, vas-y, vous vous rendez fou, vous vous rendez fou. Le monde, Ah, exactement, ça, c'est clair. c'est une. Le bâtiment, il faut être fort mentalement, sinon tu craques et Ah puis ouais, c'est possible. c'est. Mais c'est marrant, moi j'aime bien. Parce que tu as quand même une relation. Enfin, moi je vois maintenant, je travaille toujours avec les mêmes artisans et je prends pas d'entreprise tout corps d'état, je fais un plombier, un électricien, enfin, un. Mais tu prends des gens avec qui tu as l'habitude de travailler, tu rigoles parce que ils vont te faire des conneries et puis ils vont toujours dire. Alors moi j'aime bien faire une réunion avec tout le monde comme ça, on regarde tous ensemble Ouais, quels sont les problèmes, qui a fait des conneries, pas pour lui dire vas-y, t'as fait une connerie, je te tape sur les doigts, mais on les reprend et on trouve des solutions. Parce que si t'as pas tout le monde et que tout le monde est là un par un, ça va toujours être la faute du mec d'avant. Et du coup, tout le monde fait connerie sur connerie. Et après, c'est une escalade de conneries, tu peux plus rien rattraper. c'est clair. Donc, faites des points réguliers avec les artisans qui sont sur vos chantiers. Si vous ne faites pas appel à un maître d'œuvre, c'est important. Ouais. Euh, j'ai une autre question du coup par rapport à ça, par rapport au réseau. Comment tu fais pour sourcer tes biens? C'est toi qui les cherches sur les différents sites ou tu as des agents IMO que tu connais bien ou comment tu fais? C'est du réseau, c'est quoi? Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai toujours trouvé mes biens tout seul. Mais clairement, aujourd'hui, la clé pour trouver des pépites, c'est vraiment le réseau. Il y a rien d'autre. Faut pas penser qu'il y a des recettes magiques ou je sais pas quoi. C'est vous devez montrer du sérieux aux gens avec qui vous travaillez pour rentrer dans leur petit papier et être dans les premiers quand il y a un truc qui va sortir de façon à ce qu'ils vous appellent. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui vous allez sur le bon coin, vous ne trouverez rien. Non, j'ai pas dit ça. Il y a encore des bonnes affaires à faire sur les réseaux, se loger, tous ces trucs-là. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est extrêmement tendu au niveau de l'immobilier. Les prix ont augmenté. Les acheteurs, les vendeurs le savent, donc pensent qu'ils peuvent vendre à n'importe quel prix. Les acheteurs, du coup, essayent de ramener des prix à la réalité, mais du coup, ça rentre dans des grosses négos, donc c'est compliqué. Les agents immobiliers, entre ça, bah, du coup, ils n'arrivent pas à faire rentrer des mandats parce que les vendeurs, ils savent que du coup, leur bien, il va partir parce qu'il y a une demande qui est très forte et puis du coup, ils veulent plus passer par des agents IMO. Donc, c'est le marché est très tendu aujourd'hui. Et si vous n'avez pas développé un réseau, ça va être plus long. Ça, je dis pas que ça va pas être possible, mais ça va être plus long. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Enfin, tu peux aujourd'hui, voilà, en fait, chaque investisseur, quand tu rencontres beaucoup d'investisseurs, moi, j'ai la chance d'échanger avec beaucoup de monde. Quand tu rencontres des investisseurs, il y en a qui vont dire, moi, je trouve que mes biens sur Internet, se loger, le bon coin, que sur des sites. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est que par le biais du réseau. Par exemple, moi, je prends mon exemple perso, c'est que par le biais du réseau. J'ai jamais cherché un bien, je ne sais pas le faire. Je ne saurais pas aujourd'hui, tu me fous devant le bon coin, n'importe, je ne saurais pas te conseiller pour dire comment trouver quelque chose, je ne l'ai jamais fait. Mais par le biais du réseau, par contre, c'est un truc de fou. Quand tu développes un réseau, les gars après savent que tu es investisseur, que tu obtiens ton financement, que tu fais des trucs sympas. Du coup, ils t'appellent toujours en premier. Bien sûr, Dès qu'il y a un bien qui sort, bah tiens, tu veux ça? Même des investisseurs, bah tiens, on s'associe, on peut faire ce projet-là ensemble. bien sûr. Donc c'est cool de ouvrez-vous, partagez. Alors après, je vous conseille peut-être pas de vous associer sur des projets de location classiques sur du long terme parce que les associations, ça peut être parfois difficile, Ouais, notamment si vous faites des réunions d'investisseurs ou des apéros, des choses comme ça, vous associez pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais par contre, voilà, sur des opérations marchandes, des opérations court terme, vous pouvez facilement vous associer et développer des compétences que vous n'avez pas grâce à l'associé avec qui vous allez partager l'aventure. Et du coup, ça vous permet de passer un cap et d'enchaîner les investissements. bah, oui, Donc, n'hésitez pas aussi à développer votre réseau et grâce à ça, multiplier les acquisitions et les projets. absolument. Euh, il y a une question que j'aime bien poser lors de tous les lives à tous les participants, à tous ceux qui sont invités. Euh, quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui veulent se lancer? Si tu avais un conseil à leur donner, ça serait quoi?
Qui veulent se lancer dans l'immobilier ou la courte durée? Bah, dans les deux. Bah dans la courte durée, je pense que je l'ai déjà donné, c'est de vraiment privilégier l'expérience client plus que simplement proposer un appartement pour dormir. Donc ça, on en a déjà parlé. Après, ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, quels conseils? Putain, des conseils, j'en ai mille. Si je dois en choisir un, c'est Le plus gros, un. un, franchement, c'est accrochez-vous. Accrochez-vous parce que l'immobilier, c'est des ascenseurs émotionnels en permanence. Et si vous n'avez pas le cœur accroché, vous allez vous vite arrêter. Parce que entre je cherche un bien, je l'ai trouvé, finalement c'est pas celui-là, je pensais que sur l'annonce c'était bien, j'y suis allé, c'était pas ça. Ah putain, j'en ai trouvé un autre, j'y vais, c'est celui-là. Ah mais l'offre elle passe pas. Bon merde, il faut que j'en retrouve un, j'en retrouve un autre, c'est celui-là, l'offre passe, je vais faire, j'ai pas mon financement. Oh putain, j'ai pas mon financement. Tu vois ce que je veux dire? C'est des ascenseurs émotionnels en permanence. Il faut avoir le cœur accroché, il faut être déter comme jamais, parce que sinon, on ne tient pas sur la longueur. Ouais, ouais, et surtout pas d'affect, parce que il y a trop de gens, moi je vois des gens qu'on accompagne, ils prennent les choses à cœur, tu sais, ils ont pas un financement ou sur leur bien, il y a une couille, ils viennent de signer, et puis au final ça se fait pas, ou ils sont dégoûtés, ils veulent arrêter l'immobilier. Non, c'est que le début, faut... L'immobilier, c'est ce que je leur dis, tant que t'as pas signé, tant que t'as pas fait tes travaux, tant que c'est pas mis en location, et encore même quand c'est mis en location, t'as des autres emmerdes. Mais il faut s'accrocher, comme tu dis. Voilà, c'est l'immobilier, il faut être prêt à ce qu'il y ait des rebondissements, que vous ayez des problématiques à gérer. Il va y avoir des trucs, c'est obligatoire. Tu vois, Donc, mettez pas d'affect, prenez pas trop à cœur les trucs. exactement, mais si je prends l'exemple de la personne qui s'est positionnée sur mon immeuble, elle a fait deux banques. Il y en a un, c'était un pote à elle qui s'est embrouillé avec sa direction, du coup le projet a foiré, enfin le dossier a foiré. Et l'autre, du coup, en dernière minute, elle avait demandé un meilleur taux, meilleur taux, du coup, qui lui ont dit bah non. Et elle me présente deux refus de prêt. Et elle me dit, on est déçus et tout. Je dis, mais attendez, vous avez fait deux banques? Euh, un, un qui a foiré parce que pour une raison externe et l'autre meilleur taux. Mais faut se battre, faut aller allez, mettez le casque et la lance et il faut y aller là. Faut aller chercher votre financement. Prenez des rendez-vous dans toutes les banques, allez faire des rendez-vous là. On s'arrête pas comme ça. Bah non, Ouais, on a c'est clair. réussi. Voilà. Ouais, vous découragez pas trop rapidement ou alors réfléchissez bien avant de vous lancer dans l'immobilier parce qu'effectivement, vous allez vous devoir vous battre et faire face à plein de problématiques. Donc, si vous vous découragez rapidement, voilà, moi, je veux décourager personne, mais demandez-vous si c'est fait pour vous parce que vous allez forcément devoir gérer des emmerdes. Bah, en fait, C'est faut obligatoire. surtout sachez pourquoi vous le faites. C'est ça, c'est ce qu'on disait au début. Pourquoi vous le faites? Si vous savez pourquoi vous le faites, vous avez un objectif, vous êtes forcément déterminé. Si ce pourquoi est assez fort en tout cas. Mais si vous voulez acheter de l'immobilier juste parce que tout le monde s'y met en ce moment et que, ou alors que juste parce que vous avez les moyens, je vous donne pas, vous allez pas faire long feu en fait dans l'immobilier parce que ça va pas, ça prend au triple l'immobilier. Vraiment, voilà. On aime ou on n'aime pas. Mais si on sait pas trop pourquoi on le fait, ou bah on ne fait pas vraiment long feu, quoi. On se décourage vite. C'est clair, c'est clair. Et ma dernière question, si tu devais tout reprendre à zéro, si tu devais repartir à zéro demain, Euh, quelle chose tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait sur ta carrière, entre guillemets, IMO? Bah franchement, pas grand-chose de différent, mis à part que au lieu d'acheter un appart par un appart, j'achèterais immeuble par immeuble, full courte durée, 1, 2, 3, et puis full courte durée, et puis après par contre, je changerai rien, j'enchaînerai comme ce que je fais là aujourd'hui sur des projets de construction ou des projets marchands, achat-revente. Mais voilà, c'est la seule chose que je changerais pour aller plus vite finalement. Parce qu'aujourd'hui, je suis très content de faire de la courte durée. J'aime ça, avant tout. J'aime ça. Ouais, Je suis content d'en faire. Et c'est un truc qui me correspond parfaitement. Et puis, c'est aussi pour ça aujourd'hui que je peux basculer sur d'autres projets qui sont plus en adéquation aujourd'hui avec ma stratégie aujourd'hui. Donc, non, je ferais pas grand-chose de différent à part ça pour aller plus vite. ok, super.
Est-ce que tu as vu des questions pendant le live auxquelles on n'aurait pas répondu? Il y a Laurent qui dit, et c'est quoi ton pourquoi à toi? Je l'ai dit au début, Laurent, si t'étais pas là, c'était pour remplacer le salaire de ma femme qui travaillait chez Lidl, et c'était assez compliqué. Donc le pourquoi, c'était développer des revenus alternatifs pour que remplacer son salaire et qu'elle puisse arrêter de travailler chez Lidl. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme question? Je crois qu'Ekrini m'a demandé si ça se passait bien la location sur Toulouse, la location courte durée. Bah oui, un peu comme partout. Euh, Partout, ouais. je sais plus trop. Je me rappelle. Bah, J'ai pas pu tout lire. de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en message privé. Donc, que ça soit sur la location courte durée, vous envoyez un message à Thomas, ou que ça soit sur la partie financement, investissement, vous pouvez nous envoyer des messages. On répond à tout le monde. C'est moi qui le fais en général en plus sur ma partie. Je pense que Thomas, c'est lui aussi qui gère ses messages. Ah oui, oui. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. On a aussi un appel gratuit. Donc, si vous voulez réserver votre appel, c'est pareil, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est du live de ce soir, vous aurez un replay de toute façon sur notre compte Insta. Donc, vous pourrez revoir l'intégralité du live. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions également. On y répondra avec plaisir.